Salut à tous, bienvenue dans Retour Gagnant, votre émission tennis sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Tous les mardis, on est en plein tournoi de Miami aujourd'hui. On va en parler notamment de la difficulté d'enchaîner Indian Wells et Miami. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas un joueur qui a gagné les deux dans la même saison. C'était Roger Federer en 2017. On va parler de cet enchaînement et puis des têtes de série qui ont du mal dans ce tournoi. On va parler aussi de la PTPA. On connaît la PTPA? Pas trop. On va expliquer ce que c'est. C'est un organisme cofondé par Novak Djokovic et Vasek Pospisil et qui là emmène en justice les différents organes qui gèrent le tennis mondial, notamment l'ATP, la WTA ou l'ITF. On va discuter de ça, mais je vais vous présenter déjà ceux qui sont avec moi sur ce Retour Gagnant. Justine Hénin, bonjour Justine. Salut Romain. Tout va bien? On chante ou on parle tennis aujourd'hui? Parce qu'on a chanté avant de préparer ça. Oui, mais ça c'est avant l'émission. Okay. On ne va pas délivrer tous nos petits secrets non plus. Là. Non, on parle tennis et Thomas Biel aussi. Lui, il chante par contre. Non, mais je chante moins bien que Justine Hénin. Salut Romain. Ça va? Tout va bien? Très bien. Je chante bien, oui, les nuits américaines. L'enchaînement Indian Wells Miami, c'est dur pour tout le monde. Ouais, c'est dur pour tout le monde. C'est dur à suivre aussi au niveau des tableaux. On va en discuter juste avant. Petite nouvelle, nouveau DTN dans le tennis français. Il s'appelle Didier Retière. Vous voyez sa photo derrière moi. Il a déjà été DTN du rugby. Il vient du monde du rugby, DTN du rugby de 2014 à 2022. Donc il connaît la fonction. On connaît le rugby aussi dans le tennis parce que Jean Gachassin a été président de la fédération. On va voir ce que ça donne. Thomas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de DTN en France. Ouais, déjà c'est une bonne nouvelle pour la Fédération française de tennis parce que depuis l'arrêt maladie de Nicolas Escudé et son licenciement, depuis fin 2023, il n'y avait pas de directeur technique national dans cette fédération. Plutôt bonne idée. Moi j'aime bien l'histoire de venir d'un autre sport. Didier Retière, il parle beaucoup du collectif. Il a eu des très bons résultats avec les jeunes pour refaçonner ce rugby, qui n'allait pas très bien d'ailleurs au sein de la Fédé. Des très très bons résultats. Là, il était avec le Clermont-Auvergne, ça se passait bien également. Vous avez potassé. Oui, mais ça va être une vision intéressante de sa part. Alors, il est beaucoup axé aussi sur le paddle, sur d'autres disciplines, sur le beach tennis et tout ça. On a beaucoup parlé du rôle de Ivan Lubicic. On disait, est-ce qu'il occupe de fait ce rôle de DTN? Non, il le conserve. Lui, c'est le haut niveau pour le Croate. C'est bien qu'il y ait quelqu'un à bord. Il parle beaucoup des clubs. Et c'est important de parler des clubs. Comparé avec la Belgique, je ne sais pas comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Justine, là, on a un président, Gilles Moreton, maintenant un DTN et un responsable du haut niveau, Ivan Lubicic, avec des rôles, j'imagine, différents. Ça se passe comme ça en Belgique? C'est pareil dans les autres fédérations? Oui, alors on parle toujours beaucoup des clubs au sein des fédérations, mais après, le travail de fond vis-à-vis des clubs, il n'est pas toujours présent non plus. Là, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, dans comment ça est organisé en France. Il y a en Belgique un vrai travail à ce niveau-là aussi, mais globalement, il y a quand même une grande déconnexion entre des décisions qui sont prises à un certain niveau et la connaissance du terrain. Moi, je vis dedans puisque j'ai un club et une académie, donc on voit ce travail tous les jours, arriver à resserrer les liens, à comprendre cette réalité-là, à mettre des moyens en place pour que ça se passe dès le plus jeune âge aussi, parce que le haut niveau, évidemment, c'est très bien, il faut pouvoir le gérer, mais comment on vient justement donner le goût au tennis et vraiment apporter des bases qui soient suffisamment solides, ça c'est un vrai travail, donc j'imagine que ça fera partie du plan, mais ça fait toujours partie du plan, et dans les faits, on se rend compte que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, Justine, est-ce que ça vous évoque? Il parle beaucoup du sport collectif, alors il vient du sport collectif, le rugby, mais le tennis, on le voit bien avec ses champions, on n'est jamais finalement très seul dans ce sport individuel. Dans l'équipe. Non, mais moi, je ne suis pas assez connaisseuse de ce qu'il a fait et de ce qu'il peut apporter, mais sur l'idée, en tout cas, d'ouvrir son esprit, d'aller chercher l'expérience ailleurs, s'inspirer de ce qui se passe, effectivement, à l'étranger. Bon, ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, en même temps qu'on a ses propres spécificités. C'est intéressant. Moi, j'aime bien quand on sort un peu des sentiers battus. En tout cas, les choses ont l'air de s'éclaircir, et je pense que ça, il était temps aussi au sein de la fédération, donc on va être curieux de voir cette évolution-là. Ouais, c'est un gros dossier, Romain, il en parlait déjà sur son intronisation. Le tennis féminin. Et le haut niveau du tennis féminin en France. Oui, parce que chez les messieurs, tout va bien.
On parlera peut-être d'Arthur Fils tout à l'heure, qui est encore en lice. On est mardi, il est encore en lice. Il s'est qualifié hier à Miami. Mais chez les filles, c'est vrai qu'il y a du boulot. Il y a du boulot aussi dans le tennis mondial, parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens avec le PTPA. On va vous expliquer un petit peu ce qu'est le PTPA. Ça a été cofondé par Novak Djokovic et Vasek Pospisil en 2020. C'est un groupe de défense des intérêts des joueurs pros du top 500. Donc, c'est énormément de joueurs chez les messieurs, du top 200 en double, et l'objectif, c'est de porter davantage la voix des joueurs et des joueuses, veut s'éloigner de l'organisation des tournois, contrairement à l'ATP et à la WTA, donc vraiment défendre les joueurs, et veut plus de transparence sur la répartition des gains. On va regarder quelques déclarations de Vasek Pospisil pour voir ce qu'il demande exactement. Les joueurs, ils ne sont pas contents, Vasek Pospisil et Novak Djokovic. Les instances dirigeantes nous obligent à signer des contrats injustes, nous imposent des horaires inhumains et nous punissent lorsque nous nous exprimons. Il n'a pas dit que ça, Vasek. Il a dit que les actions en justice engagées visent à réparer le tennis. Donc là, on parle quand même de choses fortes. Le tennis, pour eux, va très mal. Pour les joueurs d'aujourd'hui et les générations futures. Et il est temps de rendre des comptes, de procéder à une véritable réforme et de mettre en place un système qui protège les joueurs et leur donne les moyens d'agir. Alors, ils ont expliqué, les personnes de cette association, qu'ils ont beaucoup discuté avec l'ATP, avec toutes les instances, sans que ça aboutisse à quelque chose. Donc là, il y a action en justice. On passe un cap. Est-ce que le tennis, Justine, va mal à ce point-là pour tout essayer de chambouler? Il y a des choses qui n'ont pas abouti, mais on a du mal à imaginer que des actions en justice vont aboutir. Certains parlent d'un coup de com'. En tout cas, il y a un coup de pression indéniablement parce qu'il y a un ras-le-bol probablement justifié sur certains arguments. Là, on y met un peu tout pour le moment. C'est se donner une chance aussi qu'il y ait dans tout ça véritablement certains combats qui puissent se mener, se remettre à table, faire avancer certaines choses. On voit bien quand même qu'il y a des éléments qui sont davantage mis en avant. Effectivement, la répartition des revenus, le calendrier, mais ça c'est lié. La problématique quand même des cas de dopage dont on a eu connaissance ces derniers mois et qui amène un grand coup de pression sur les joueurs d'une manière ou d'une autre. Parler des balles, il y a toute une série de choses sur lesquelles ils se plaignent. De là, imaginer que ça va aller avec des mots très forts, Novak Djokovic d'ailleurs, dont on pourrait finalement se dire mais pourquoi n'a-t-il pas non plus signé, s'est-il associé véritablement à cette il n'a pas signé, ils sont 22 à avoir signé et lui il n'en fait pas partie. Et il disait que, après ils n'ont pas voulu non plus capitaliser sur seulement son image à lui et imaginer les choses beaucoup plus en termes de collectif, donc on peut comprendre ça. Il disait il y a des mots qui sont très forts, une action juridique et donc il faut mettre un coup de pression par rapport à aussi. Ça. Mais l'idée globalement c'est de pouvoir quand même espérer faire avancer certaines choses. Contre-attaque. Alors, c'est aussi des rumeurs, mais contre-attaque de la part de l'ATP et des instances qui disent aux joueurs, attention, là, vous allez engager des sommes folles parce que ça coûte très cher. C'est sur des tribunaux mondiaux, plusieurs tribunaux, évidemment, parce que c'est des juridictions différentes. Attention, parce que si on engage des frais avec des sommes faramineuses, ce sera des price money en moins. Ça, c'est la petite pression de la part des instances. Moi, je suis assez d'accord avec Justine. Le côté fourre-tout, si vous avez plein d'idées, peut-être qu'il y en a une qui va aboutir, et tant mieux au final. On sent bien que l'esprit numéro un, c'est quand même de défendre les joueurs, on va dire, classés, par exemple, au-delà de la 150e place mondiale, les joueuses également, et que eux, c'est pas normal que ces personnes-là ne vivent pas à plein de leur passion et de leur métier. Tant mieux si il fait mieux vivre pour un garçon qui est 400e mondial demain qu'aujourd'hui. Fourre-tout, oui, parce que, comme l'a dit Justine... Là, ça part vraiment dans tous les sens. Il y a le droit à l'image, le droit du travail, la vie privée. La vie privée, c'est par rapport à tous les contrôles antidopage qui ont lieu pendant la nuit à n'importe quelle heure. Il parle du plafonnement des prize money aussi, de la rétention de sponsors. On ne peut pas, quand on est un joueur ou une joueuse, avoir autant de sponsors qu'on veut. Ça, ils ne trouvent pas ça normal. Et des cadences infernales, et on va en parler, parce que ça, c'est un vrai débat qu'on a depuis le début de l'année sur est-ce qu'on doit jouer tous les tournois, est-ce que les joueurs sont obligés de
participer à tout pour être performant? Je pense pas, et je crois que tu ne penses pas ça non plus, Justine. Non, il y a un côté paradoxal, évidemment. Hein. Tout ça est complexe. D'abord, le tennis, il est géré par pas mal d'instances. On note quand même que les grands chelems ne sont pas attaqués dans cette plainte-là. Donc, on peut imaginer qu'il y a quand même beaucoup de discussions. Il y a tout, évidemment, l'avenir du circuit. Les fonds qui pourraient, le financement par l'Arabie Saoudite aussi, du circuit ATP, WTA, avec cette fusion potentielle à venir. Donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux là qui se passent pour le moment. Donc, c'est certainement un bon moment pour venir mettre un coup de pression. Moi, je pense quand même que c'est une succession en fait de choses sur lesquelles les joueurs n'ont pas été entendus à un certain niveau, qui amène ce timing là maintenant, avec tout le paradoxe. Et on en parle souvent. Hein, on en parlera peut-être en parlant de Carlos Alcaraz aussi, mais des exhibitions qu'on va jouer à certains moments de l'année. On en veut toujours plus aussi. Et donc, aujourd'hui, c'est venir critiquer un système duquel ils profitent aussi et dans lequel ils sont. Ils sont pas malheureux, les joueurs et les joueuses. Non, alors moi, je ne fais pas, en tout cas, les joueurs du top. Il faut imaginer. Alors, c'est une vie qui est exigeante et qui est certainement sur laquelle il y a moyen d'agir pour amener un peu plus s'intéresser davantage à la santé des joueurs, bien sûr, mais eux-mêmes doivent être les premiers déjà à s'en occuper. Hein, évidemment, je pense que ça, il faut toujours quand même une responsabilité face à soi-même. On ne va pas plaindre les joueurs du top, même si c'est une vie exigeante. Et je pense qu'on peut agir pour quand même continuer à garder un tennis attractif, mais protéger les joueurs davantage. Maintenant, l'idée... Protéger, c'est quoi? Ils sont sursollicités. On prend notre part de responsabilité, hein, nous, médias. Le contrôle de l'image, vous en avez beaucoup parlé, Justine. De ne pas avoir de plage de récupération vraiment réelle, en prenant soin de soi et de ne pas être sur l'écran. Mais ça, c'est pas que le tennis. C'est ça, c'est mieux se connaître et mieux se comporter et mieux se... Disons qu'il y a ce calendrier, forcément, il vous pousse aussi à jouer. Puis il y a des obligations. Alors on en connaît une grande partie, évidemment. Il y a les Masters 1000, mais il y a aussi l'obligation quand même de l'ATP de proposer des tableaux d'un certain niveau sur les 250, sur les 500. Donc c'est un peu ce dont se plaignent aussi les joueurs, c'est toutes ces obligations, évidemment. Mais ils sont malgré tout pas obligés de jouer tous ces tournois. Zverev qui gagne autant de matchs, il peut se retirer à certains moments, il peut débrancher la prise, aller jouer des exhibes en décembre. Effectivement, on n'est pas obligé de le faire non plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, prendre soin de soi en tant que joueur de tennis, et ça, c'est lié à tout un contexte, et c'est lié aussi à notre époque, c'est plus difficile. Il y a de plus en plus d'argent, donc ça veut dire de plus en plus de sollicitations aussi. À un moment donné, il faut prendre soin de son image, il faut communiquer, il faut être convenant. Il y a toute une série de choses sur lesquelles il faut répondre au rendez-vous. Et donc, à un moment donné, se dire, là, je vais... Fausse route. C'est vrai, oui. Et c'est vrai qu'on avait promis à leur reprocher aussi. Mais donc, à un moment donné, c'est pour ça que je dis seul face à soi-même, être capable de dire, là, je débranche un petit peu la prise. Mais ils sont pris aussi dans un engrenage, aujourd'hui, c'est critiquer un système duquel ils vivent aussi. Alors qu'il y ait une association qui soit là pour protéger les joueurs de manière indépendante, moi, je pense que ça, c'est très bien et ça peut et ça doit faire avancer les choses. Mais si le combat est vraiment aussi de se dire il faut qu'il y ait plus de joueurs et de joueuses qui vivent du tennis, qui va améliorer cette densité, je pense qu'elle est importante. Comment on va le faire? C'est ça aussi la vraie question, quoi. Ouais, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure sur l'enchaînement Indian Wells-Miami, mais si les joueurs doivent, en tout cas s'obligent à participer à tous les tournois, est-ce qu'ils s'obligent à aller les gagner, en tout cas à mettre tout en œuvre pour aller le plus loin possible? Parce que là, c'est ce qu'on va voir avec Indian Wells-Miami, mais en fait, on parle de l'ATP, les mecs qui ont fait un bon Miami sont pas là à Indian Wells, où ont perdu au premier tour. Il n'y en a pas beaucoup qui sont encore dans le tableau. Dans les quarts de finalistes, je crois qu'il y a Arthur Fils qui est encore dans le tableau et Cerundolo. Jack Draper, il a gagné, il est sorti avant les huitièmes de finale. Holger Rune, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Andrei Rublev, Stefanos Tsitsipas, parmi ceux qui ont bien joué à Miami. Mir-Andreeva, vainqueur à Indian Wells, Mir-Andreeva, vainqueur à Indian Wells, c'est sorti aussi au premier tour. Donc, est-ce qu'ils s'obligent à faire les tournois, mais pas forcément à aller loin? N'oubliez pas qu'on court, lorsqu'on est éliminé très tôt à Indian Wells, on court disputer le Challenger de Phoenix, ou celui de Cap Cana en République Dominicaine, c'était le cas cette année, parce qu'il y a trop de temps entre les deux tournois américains, il y a ce voyage et tout ça. Donc même celui qui a perdu au premier ou deuxième tour à Indian Wells, il a couru vers les challengers s'il avait encore le temps de s'inscrire. Pas tous, il y en a qui sont il y en a qui étaient en double puis qui ont profité, il y en a d'autres qui en ont profité pour travailler un petit peu. Bon, cet enchaînement-là, il a toujours existé. Indian Wells, Miami, d'expérience, il est compliqué.
De toute façon, on voyage à travers les 4 coins du monde toute l'année. Il y a voilà, à nouveau, sans être à plaindre. Moi, j'ai eu une chance, j'ai une vie vraiment privilégiée. Et il ne faut pas l'oublier, mais les organismes sont bousculés, sont poussés. On sait que les saisons sont très longues. C'était déjà le cas avant, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à gérer aussi autour. Alors, on rentrera peut-être dans le détail vraiment de cet enchaînement-ci cette année, parce qu'il y a toujours des explications qui sont un peu différentes. C'est compliqué de faire des généralités. Il y a toute une série de choses autour à gérer qui, je pense, sont de plus en plus importantes aujourd'hui et donc qui empêchent vraiment d'avoir du temps pour se ressourcer, penser à soi, se reposer, travailler. Ce temps, de toute façon, on ne se donne plus le temps de rien aujourd'hui. Et donc, il y a une machine infernale dans laquelle sont prises les joueurs aujourd'hui. Bien sûr que la motivation, d'une manière ou d'une autre, elle est impactée et qu'on voit qu'il y a déjà, on est au mois de mars et on a déjà pas mal de joueurs qui sont cramés parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de break, il n'y a plus de temps pour s'entraîner, pour développer des choses, pour faire, voilà, ou simplement pour prendre du temps aussi pour soi en famille. Et sur cette action en justice du PTPA, j'aimerais déjà essayer d'imaginer avec vous jusqu'où ça peut aller et faire un parallèle avec le golf. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais il y a 3-4 ans, beaucoup de joueurs qui jouent sur le PGA Tour, donc là où il faut jouer pour marquer des points mondiaux, pour être les meilleurs joueurs mondiaux. C'est le plus gros circuit mondial américain. Beaucoup de joueurs ont été voir les instances en disant c'est mal réparti, on ne gagne pas assez d'argent, il faut faire quelque chose. L'Arabie Saoudite est arrivée. Elle a créé un circuit parallèle et beaucoup des meilleurs joueurs du monde, plusieurs numéros 1 mondiaux, plusieurs vainqueurs de majeurs, sont partis sur ce circuit-là. Ce circuit-là existait, il est différent. Maintenant, les joueurs qui sont sur ce circuit ont été punis par les instances du PGA Tour, donc ce qui pourrait être le cas de la part de l'ATP si ça existait. Ils n'ont plus le droit de faire les tournois ATP. Ils n'ont plus le droit de faire les tournois PGA Tour. Et on a décidé, du côté du PGA Tour, pour essayer de garder les mecs, de faire des prize money qui sont beaucoup plus élevés. On était à 8 millions sur les gros tournois en prize money total. Maintenant, on est à 20 millions. Donc, est-ce que quelque chose comme ça pourrait amener... Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour amener l'ATP à faire des démarches financières par rapport aux joueurs ? De toute façon, c'était un peu l'idée de ce qui a été présenté, de la pression qui est montée l'année dernière avec Craig Tiley et les grands chelems. Sur la répartition, hein. C'est beaucoup ça quand vous parlez de budget aussi. La répartition des gains de ces tournois, on parle de 17%, je crois, de ce qui est donné ensuite aux joueurs. C'est beaucoup ça. Oui, là on parle de la répartition, mais donc pour justement faire monter la pression par rapport à ça, il y a eu cette idée d'un grand chelem avec des tournois réservés aux joueurs, avec 2 circuits, un circuit pour les joueurs du top 100, un circuit secondaire, mais donc où les joueurs auraient à jouer quelque part moins de tournois et les grands chelems gardent leur poids à ce moment-là. Et puis en parallèle de ça, il y a la question de l'ATP avec un financement de l'Arabie Saoudite avec de plus en plus d'argent, donc un circuit effectivement très fort. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, on n'est pas dans les coulisses, on imagine, en tout cas chacun veut un peu protéger sa part du gâteau aujourd'hui, et donc on imagine qu'il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions pour malgré tout essayer de trouver une manière de fonctionner qui va convenir à tout le monde. Donc est-ce qu'on va en arriver jusqu'à où le golf en est allé, en tout cas à ce stade-ci? On ne s'y attendait pas du tout au golf, c'est arrivé d'un coup. Bien sûr, il y a eu des discussions, en tout cas, qui font monter la pression dans ce sens-là, avec des vraies possibilités, des propositions. Aujourd'hui, est-ce qu'on va aller jusque-là? Moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais là, ça discute, en tout cas. Est-ce qu'à ton époque, en tant que numéro 1 mondial, on te posait la question, est-ce que vous vous posiez, les joueuses, les joueurs, la question de ça va pas trop, il y a des choses qui vont pas dans l'ATP, la WTA. Est-ce que tu avais ton mot à dire là-dessus? Est-ce qu'on te posait la question? On a quand même eu la chance dans l'histoire du tennis d'avoir des gens très forts qui ont fait entendre leur voix, et c'est grâce à ça que moi j'ai aussi pu faire ce que j'ai fait. Donc qu'il y ait vraiment à un moment donné des joueurs, des joueuses, des personnes qui viennent bousculer tout ça pour faire avancer les choses, heureusement on en a bénéficié. Alors moi quand j'étais sur le circuit, et là c'est intéressant de voir aussi comment se positionnent les joueurs et les joueues aujourd'hui. On voit qu'il y en a assez peu qui ont signé cette plainte. Certains ne sont pas au courant. Ils sont tous questionnés là, et on voit bien que ils savent pas trop quoi répondre. D'une part parce que est-ce que je peux me permettre de critiquer, est-ce que je vais pas trop loin, et puis sur la connaissance vraiment finalement du contexte. Et moi je peux vous dire en tant que quand j'étais joueuse que non, ces questions-là je me les posais pas. J'étais là pour jouer. Je me suis jamais posé la question de comment ça. Je dis pas que c'est bien, mais est-ce que c'est
compatible. Il y a des entourages qui sont là aussi aujourd'hui, ça vient d'eux. Il y a une petite anecdote, on discutait avec notre collègue Arnold Mongo ce matin, qui est assez intéressante sur justement cette histoire des cas de dopage et donc comment fonctionne l'Agence internationale de l'intégrité du tennis. Et donc, c'est Laura Robson qui rapportait ça au micro d'Eurosport. Ils ont organisé une conférence à l'Open d'Australie. Ils ont invité les joueurs pour leur expliquer, justement, parce qu'on évoque sans cesse un manque de transparence, et pour expliquer pourquoi ça fonctionne de telle manière. Je pense qu'il n'y a qu'un seul joueur qui s'est présenté, c'était Eubanks. Et donc, finalement, les joueurs, jusqu'où ont-ils envie d'aller ils sont là aussi pour jouer, ils veulent se préserver, ils veulent pas. Et en même temps, on les questionne là-dessus. Donc, tout ça amène aussi, un peu pas de paradoxe, mais c'est ce qui les met, en tout cas, dans une situation délicate. Et moi, je les comprends tout à fait, parce que quand on est là, c'est vrai qu'ils ont déjà maintenant tellement de choses à gérer. Oui, non, mais c'est ça. C'est quoi le pourcentage de tennis dans leur carrière? En fait, le tennis, c'est une partie maintenant de ce que doit faire un joueur de tennis. C'est bien, ils sont PDG de leur propre entreprise. Il faut gérer les médias. Tu parlais des cas de dopage. On leur pose toujours des questions sur le cassineur, sur les records. Enfin, c'est pas facile d'être tennisman en ce moment. Si, je pense que c'est facile. C'est pour ça, c'est une question. Mais bien sûr, il faut penser à plein de choses. Et comme le dit Justine, il faudrait peut-être se concentrer sur soi-même. Et certains veulent le faire en disant non, je veux pas répondre à ces questions-là, je maîtrise pas assez les dossiers. Je reste concentré sur moi-même et j'ai déjà beaucoup à faire là-dessus. Je reviens sur l'Arabie Saoudite, ce qui est intéressant, si on fait le parallèle avec le golf. On verra sur le 10e Master 1000 qui va arriver et comment, si les prix s'envolent, ça va toucher les autres tournois. On va voir comment les joueurs abordent cette partie du calendrier-là et quels tournois vont en pâtir et comment ça va s'articuler derrière. Peut-être que ça va ressembler à ce qu'on voit sur le golf. Peut-être. On annonce un nouveau Masters 1000 en tout cas. L'année prochaine, ce sera sans doute au mois de février, parce qu'il y avait une question que ce soit au mois de janvier, justement un peu en concurrence avec la préparation de la tournée australienne. Donc, chacun doit protéger un peu sa partie du calendrier. Donc, il y a beaucoup de discussions autour de tout ça. Ça ne chôme pas là. Il y a des Masters 1000 qui vont arriver, il y en a qui ne vont pas bouger. C'est Indian Wells et Miami. Alors on pouvait se poser, on s'est déjà d'ailleurs dans le Retour Gagnant posé la question de leur place dans le calendrier à un moment où les joueurs sont peut-être enclins à préparer la terre battue. Là, en tout cas, Indian Wells et Miami sont deux tournois très différents au niveau de l'ATP. Il y a des joueurs qui ont performé, on l'a vu tout à l'heure, à Indian Wells et qui ne sont pas du tout là à Miami, et notamment un Carlos Alcaraz. On voulait en parler, puisque Carlos Alcaraz est sorti très vite de ce tournoi. On pouvait imaginer qu'il y avait peut-être aussi des points à prendre au classement ATP, vu que Sinner n'est plus là. Il est sorti de manière assez étonnante. Justine, quoi en penser? Sur l'absence de Sinner, certainement que ça joue dans la tête de certains. Je ne sais pas si globalement ça a un impact vraiment sur ce qui est en train de se passer. Zverev, en tout cas, lui, clairement, il en avait quand même parlé les premières semaines, en déclarant maintenant il fallait qu'il se refocalise davantage sur son jeu et sur lui-même. Je pense qu'on en revient quand même, qu'on en revient souvent à ça. Pour Alcaraz, il y avait eu la déception évidemment du quart de finale à l'Open d'Australie face à Novak Djokovic. Il a gagné son premier titre à Rotterdam sans être dans des... il était un peu malade, donc il y a eu beaucoup je pense, de plaisir et satisfaction à aller chercher ce titre-là, comme il avait gagné à Pékin dans la foulée de sa déception à l'US Open l'année dernière. Donc on ne peut pas se dire qu'il ne se passe rien non plus pour Carlos Alcaraz depuis quelques mois. Ici, on a effectivement un enchaînement là, de quelques défaites qui pose question. Oui, il faut se poser ces questions-là. Alors, jusqu'où le mal serait-il profond? Je pense qu'il ne faut pas oublier Carlos Alcaraz, tout ce qui s'est passé depuis son... Non, mais c'est ça qui est fou, très longtemps, et son explosion, ça a été quand même, j'ai envie de dire, d'une brutalité, parce que c'est magnifique, évidemment, tout ce qui lui est arrivé, mais tout ce qu'il a quand même à gérer, à négocier, est-il suffisamment, effectivement, justement, protégé? On en parlait par rapport à la question du calendrier des exhibitions. Là, pour le moment, il y a un documentaire, une mini-série documentaire qui va sortir sur lui, sur sa saison 2024 sur Netflix, et il y a plein de choses à gérer autour. Donc on peut imaginer que tout ça, c'est vraiment beaucoup pour Carlos Alcaraz. Et indépendamment de ça, je pense qu'il vit, donc si on vient vraiment sur ce qu'il vit en tant que joueur,
et ses difficultés, ben oui, on voit bien son état avant de jouer drapeur, il se sentait pas bien, les sensations n'étaient pas bonnes. Dès que les sensations ne sont pas bonnes, alors là, tout à coup, ça devient très compliqué pour lui. Il y a un vrai travail à mettre en place pour Carlos Alcaraz à ce niveau-là. On voit que ça coince. Il a du temps là pour apprendre tout ça encore. On parlait des sollicitations et du fait qu'il y ait plein de choses à penser pour un joueur de tennis. Est-ce qu'il ne se concentre pas, lui, sur déjà Roland-Garros, Wimbledon, des tournois qu'il a gagnés, des tournois qu'il apprécie? Est-ce que dans sa tête, on n'est pas un peu obligé, quand on est Carlos Alcaraz, de se dire là, j'ai peut-être un duel avec Sinner qui arrive pour le nombre de grands chelems. Est-ce qu'on ne pense pas à ce genre de choses en se disant maintenant, moi, je vais me concentrer sur les grands chelems, peu importe si je perds à Indian Wells ou à Miami plus tôt. Djokovic, plus récemment, se permettait ces calculs et je pense qu'il avait raison et bien le droit de se poser ces questions-là. Moi, je ne pense pas encore à ce stade-ci. Carlos Alcaraz, à 21 ans, peut-être pas encore, plus tard pour non, Djokovic. Et puis je pense que ça reste il a envie, Carlos Alcaraz, de venir offrir du spectacle. Il a envie d'être présent, d'être flamboyant. Il suffit de voir quand même sa déception et ses mots, parce que certains lui reprocheront finalement trop de transparence à ce niveau-là. Non, lui, il décide d'y aller franchement sur... il le disait d'ailleurs, c'est un garçon qui garde toujours beaucoup de confiance en lui et qui aborde en général la saison sur terre battue avec beaucoup de confiance. Ici, la manière dont il a joué, il disait finalement, il ne sait plus trop. Alors, il va vite savoir à nouveau parce qu'il va être plongé dans le bain de la terre battue, les échéances vont être là, donc il n'aura pas le temps de se poser non plus 10 000 questions. Mais non, moi je pense que... Après que la motivation, parfois, elle fluctue, ça c'est indéniable, mais son envie quand même d'arriver ici et de faire quelque chose, je pense qu'elle était bien présente, ça on ne peut pas en douter. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Ouais, il y a eu la déception de perdre son titre à Indian Wells, il était double tour du titre, cette déception, vous en avez parlé, cette demi-finale. Peut-être qu'il était encore dessus là, sur ce match contre David Goffin, qui a très bien joué. Oui. Il y a eu un très bon David Goffin. Il disait qu'il était plus concentré sur son jeu à lui, à David Goffin, que sur lui-même. Donc on voit quand même qu'il passe par des phases de réflexion. Il y a encore, on le disait, malgré un joueur de 21 ans qui a gagné 4 grands chelems, encore tellement de choses à apprendre pour traverser les moments, les jours où c'est plus difficile. Voilà. Des jours sans où vous arrivez quand même à être brillant, ça doit être la classe. Je dis un jour sans et puis je gagne. Bien sûr, ça c'est énorme bonheur. Ça. Ouais. Mais non, Alex Corretja l'évoquait d'ailleurs très bien, vraiment le fait qu'il doit appréhender, qu'il se sent pas bien, mais qu'il va trouver des armes, pas être brillant, mais en même temps, depuis qu'il est arrivé, que dit-on de Carlos Alcaraz? C'est extraordinaire ce qu'il nous offre, son tennis, c'est complètement dingue. Et là, on aime le voir jouer, c'est le joueur qu'on aime le plus voir évoluer. Mais tout ça, il le sait, il l'entend, parce qu'on entend tout. De toute façon, ils sont plus protégés, ils ne peuvent plus être protégés de grand-chose par rapport à ça. Et donc, ça met quand même une pression aussi énorme sur ses épaules. Moi, un Fonseca qui arrive là pour le moment, et quand je vois l'effervescence déjà qu'il y a autour de ce garçon, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, oui. Pour qu'on se rende compte, Indian Wells, Miami, c'est différent comme Roland-Garros et Rolex Paris Masters. C'est en rien comparable. C'est en rien comparable. C'est vraiment deux... Alors on parle du climat, on parle de l'enchaînement avec le décalage horaire, on parle des balles, on parle de la moiteur, on parle de... Oui, c'est différent. Après, à nouveau, moi, je pense que quand j'étais dedans, en fait, on essaie de s'adapter. On ne se pose pas les questions que nous, on se pose aujourd'hui. On y va, parce que ça fait partie du calendrier. Effectivement, quand ça ne se passe pas bien Indian Wells, avant, il y avait moins de tournois où on pouvait se permettre d'aller jouer entre les deux. Et puis, c'est vrai qu'on profitait aussi de ce temps, parfois, pour travailler. Mais on ne se pose pas ces questions-là. On va jouer, on va faire ce qu'on a à faire. Les balles sont différentes. On s'acclimate, parfois on grince un peu des dents, et puis alors, je ne dis pas qu'il faut accepter tout ça et pas changer des choses pour le futur. Si on a une homogénéité au niveau des balles, je pense que ce sera vraiment bénéfique pour tout le monde, mais quand on est dedans, on traverse tout ça et on se pose moins les questions que nous on peut se poser aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça prendrait encore plus d'énergie tout ça. C'est vrai que les balles, et on aura l'occasion d'en reparler, mais toi qui suis beaucoup le foot, Tom, dans les années 90, il y avait des ballons différents dans chaque club. Ça a changé parce que pour les gardiens c'était compliqué, et là on a des ballons qui sont identiques. Un sponsor par année qui sponsorise les ballons. Et ça peut râler encore aujourd'hui par compétition. Des ballons différents par compétition. Mais c'est vrai qu'on a une uniformité. Là, on parle de... Voilà, par compétition aussi, c'est les mêmes balles. Par compétition, c'est les mêmes balles. Mais vu que les on pourrait trouver un arrangement entre marques. On pourrait trouver un arrangement. On ne change pas de marque quand même chaque jour pour chaque match. Non, mais on pourrait maquiller, non?
Ah ben on voit que hop. maquillage, on joue tout dans la main, ça existe à tout dans la d'autres main. niveaux, mais Voilà. on maquille les raquettes. Bien sûr. Tout le temps la On même. l'a vu, on l'a hop. vu. On a parlé de Carlos Alcaraz, 21 ans. J'aimerais qu'on parle de quelqu'un qui avait 21 ans en 2003. Ça vous parle? Non, sur la gestion du calendrier. J'ai regardé un petit peu ce que vous avez fait, ce que tu as fait de 2003 à 2005. Pour Roland Garros 2003, Grand Chelem, avant tu gagnes Charleston et Berlin. Et tu gagnes Indian Wells en 2004, que tu n'as gagné qu'une fois dans ta carrière. Derrière, il y a l'objectif Jeux Olympiques sur dur que tu gagnes. Est-ce que ça a un lien? Derrière, tu regagnes Roland Garros en 2005 en gagnant Charleston et Berlin. Est-ce que tu gères ta saison avant les grands chelems ou les moments importants en fonction de la surface et en fonction des tournois que tu veux gagner derrière? C'est vrai qu'on a apporté beaucoup de soins à toute la réflexion de cette planification. Il y a des endroits où on se sent bien aussi. Il y a des endroits où on arrive à mettre des choses en place un peu plus facilement que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller traverser certains moments plus difficiles. Juan Carlos Ferrero, d'ailleurs, évoquait le choix du calendrier Rotterdam cette année pour Alcaraz, éviter d'aller en Amérique du Sud, le changement de surface, et donc venir renforcer aussi sa confiance sur une surface sur laquelle il a plus de mal en fin d'année. Donc il y a des choix aussi qui sont portés par rapport à une vision plus long terme, mais on avait le calendrier, il était prêt évidemment à la fin de la saison, on savait ce qu'on allait faire. Mais quand tu gagnes Indian Wells en 2004, tu penses aux Jeux? Tu te dis là, il faut que je sois bonne sur terre parce que les Jeux sont sur dur, parce que les Jeux sont sur dur? J'imagine qu'on a pensé, enfin je vais pas me replonger quand même, jusque-là je vais pas y arriver. Si, c'était hier. Mais on en discutait tout le temps. Et puis Mais tu préfères, comme tu disais, avoir le bon mood où tu savais qu'avant cette grande échéance, ah là, je me sentais bien ici à Charleston, ah je me sentais bien ici. Je préfère jouer ces moments-là. Et puis on voit comment on peut équilibrer le calendrier. Il faut se connaître aussi, ce qu'on est capable de tolérer ou pas. Puis il y a des moments où on doit aller se bousculer, justement faire des choses qui sont plus inconfortables. Et l'idée, c'est quand même effectivement de se préparer pour les grands objectifs, pas quand on n'a pas encore gagné quoi que ce soit, évidemment. Et puis même, pour moi, chaque tournoi où j'allais, c'était un objectif en soi. Je ne me disais pas, je suis à Charleston pour... C'était dans le calendrier, il avait un sens à ce moment-là dans le calendrier, mais sur le tournoi, tu es là pour le gagner. Je pense que ça reste quand même l'esprit des joueurs vraiment du top aujourd'hui. Ça, je pense qu'il n'y a pas de question. Mais j'arrivais à dire, non, mais c'est un équilibre. Bien sûr. Mais après, on parle souvent aussi des blessures. Les joueurs vont trop loin. C'est assez difficile. C'est difficile à un moment donné parce qu'on est là pour ça. On a envie de croire au petit miracle. On se dit que ça va aller. Puis en fait, souvent, l'histoire nous montre que ça ne va pas aller. Donc, on prend un peu d'expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais disons qu'il faut que ce calendrier il ait un sens. Il va être propre à chacun en fonction. Moi, je savais que si j'enchaînais trop de semaines d'affilée, voilà, ça devenait pour plein de raisons difficilement gérable pour moi. Et c'est aussi arriver à s'imposer. Et c'est pas voilà, tout le monde n'a pas non plus les capacités de se dire quand je m'engage dans ce tournoi, j'ai vraiment le potentiel d'aller au bout et donc je ne vais pas toujours retoucher à mon calendrier en fonction du nombre de matchs que j'ai joués. Oui, on doit garder une adaptation par rapport à ça, mais nous, c'est vrai qu'on a souvent misé sur le fait de dire voilà, on va assumer ça, on ne va pas trop le charger, puis on va se donner les moyens d'aller jouer le mieux possible dans chaque tournoi. Ça n'a pas toujours marché, évidemment, on a fait des erreurs comme des joueurs en font encore aujourd'hui, ce n'était pas parfait, mais je pense que là, le faire en fonction de soi-même et en se connaissant bien, de savoir ce qu'on va être capable de tolérer, ce qui va marcher, et ça, c'est toute une recherche. Il faut s'octroyer cette possibilité de le faire par rapport à soi. Là, on en revient sur ce qui est imposé, évidemment, aussi au sein de ce calendrier, mais pas que. Là, les joueurs ont décidé de doubler, comme chaque année, Indian Wells, puis Miami. Et on voit que c'est difficile de faire le doublé, ce Sunshine Double. La dernière fois, c'est Roger Federer qui l'a fait. Il l'a fait à 3 reprises. Novak Djokovic l'a fait 4 fois. Puis il y en a eu quelques-uns qui l'ont fait une fois dans les années 90. L'occasion de parler de... Bon là, on revient dans la norme, finalement, de Jack Draper qui gagne à Indian Wells, qui perd au premier tour ici à Miami, parce que on n'est pas sur des formats en 3-7 gagnants, mais c'est quasiment 2 grands chelems d'affilée en 3 semaines. Obligés de le jouer, ils sont obligés. Ils sont obligés, à part Monte Carlo. Ce qui lui arrive à Jack Draper. Qui est le seul qui n'est pas obligatoire. Sursollicité justement après ça. Puis il rentre dans une autre case. Il a gagné un Masters 1000. J'imagine que les jours qui ont suivi ce sacre à Indian Wells, il fallait les gérer pour l'excellent Jack Draper. Non, c'est un peu une tempête. Il a joué un excellent Mensik. Ouais, en plus. Donc c'était un tirage extrêmement difficile. C'est pas
pas vraiment une surprise en fait. On sait aussi que quand on doit digérer un premier grand titre, que cet enchaînement-là est difficile, il faut s'adapter aux nouvelles conditions en quelques jours. Et vous jouez un joueur de ce calibre-là, je pense qu'il aurait pu en battre beaucoup d'autres sur cette entame de tournoi. C'est quoi, 4 jours après la finale, oui. Avec le voyage, le décalage horaire. Donc sur Draper, je pense qu'il y a des explications un peu différentes aussi pour tous les joueurs, même si globalement, on sent qu'il peut y avoir déjà une forme de lassitude. Mais chez certains, celle de Medvedev ne ressemble pas sans doute à celle d'Alcaraz durant ce tournoi. Ils ont chacun forcément un vécu, une histoire, ils ne sont pas au même stade de leur carrière. Donc je pense que les explications sont vraiment différentes pour tout le monde aussi. Ouais, c'est difficile de parler de ceux qui sont, on est mardi, hein, c'est difficile de parler de ceux qui sont encore dans le tableau et de dire du positif. Et pourtant, on le sait. Ah, vous savez, tous les deux qui va gagner le tournoi, non, c'est difficile. Parce qu'il manque du monde, mais il y a toujours la tête de série numéro 1, Alexander Zverev. Mais on peut parler de Daniil Medvedev, t'en parlais. Là, c'est encore une grosse déception. Il s'est fait sortir par Munar, 6-2, 6-3, quelque chose comme ça. Ça va pas, il est sorti du top 10, Daniil. C'est pas sa meilleure surface qui arrive là pour les 2-3 prochains mois. C'est dur. Ouais, c'est dur. Lui aussi, déception à Indian Wells, 2 fois finaliste contre Carlos Alcaraz. Il perd sur celui-là, il perd des points. Bon, ça peut arriver évidemment. Non, on a l'impression qu'il se cherche. Il est dans un moment de sa carrière, alors qu'il a déjà prouvé plein de choses, hein, Daniil. C'est un excellent athlète. Un peu. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec Stefanos Tsitsipas. Peut-être pas. Je ne sais pas si c'est bienvenu. Mais ce moment où il faut se réinventer aussi, retrouver. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné un tournoi, Daniil. 2023, Daniil. Rome, c'est pour ça qu'il a gardé son humour. Il a dit, je suis très content que la terre battue arrive, parce que mon dernier titre, 2 ans. c'était sur terre. Mais on peut lui faire confiance. Hein. Ça va revenir, Daniil. Ça va revenir, Daniil ? Bien sûr que oui. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça va revenir comment? Jusqu'où? Il y a une concurrence qui est rude, et puis il y a les années qui sont derrière, et tout ce face à quoi il a dû se battre. Et c'est cette question aussi des balles, justement, quelque chose qui revient beaucoup, et sans doute à juste titre. Et avec son jeu, ça l'impacte effectivement quand même énormément. Et donc, se réinventer, avec son style de jeu à lui, se réinventer, on a mis beaucoup ça en avant, mais il faut encore en être capable, c'est difficile derrière. Donc, mais bon, je vois que tu gardes confiance, Thomas. Non, c'est différent. Lui, il a déjà atteint un Graal, la place de numéro 1 mondial, il a déjà gagné un Grand Chelem et tout ça. Il ne faut pas comparer avec Alexander Zverev qui tend vers enfin un premier Grand Chelem en carrière, donc ils ne sont pas au même niveau de satisfaction de carrière. Daniil, on peut dire déjà qu'il a été assez fier de lui. Oui, c'est ça, il faut garder la fin aussi. Complètement. Oui. Confiance en son travail, confiance en ceux qui l'entourent. J'ai envie juste de parler d'un Français, pour terminer, d'Arthur Fils, qui est désormais numéro 1 français, qui a fait un bon Indian Wells et qui fait un bon Miami. Dans tous les cas, il a battu Frances Tiafoe, il va jouer en 8e de finale contre Zverev. Et on a commenté Zverev. C'est pas impossible d'aller le battre, on verra le résultat. Mais dans l'ensemble, il assume quand même son statut. Il va conforter sa place dans le top 20, gagner 2-3 places, même s'il venait à perdre en 8e de finale. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça évolue vraiment dans le bon sens, dans la bonne direction. Et on en parlait sur la fin de saison dernière. On exprimait le temps qu'il faut laisser aux joueurs. Et ça va déjà très vite pour Arthur Fils. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui nous ont amené tellement de précocité et des ascensions qui sont fulgurantes qu'on ne se donne plus vraiment ce temps de pouvoir travailler. On voit quand même son ambition, on voit ce qui évolue. Dans son jeu, il est très, très impressionnant. Et bien sûr, encore la gestion. On l'a vu face à Medvedev dans des conditions quand même qui était en plus extrême, mais il manque pas grand-chose et il manque encore des choses, c'est logique pour aller chercher des grands titres, mais moi je suis vraiment très, pas positivement surprise, mais je trouve que ça va vraiment c'est linéaire en plus. Ça va dans une très belle continuité. On voit encore hier, il est passé par des moments difficiles, il a eu ses balles de match, la frustration est là, il faut apprendre à dépasser tout ça. On voit qu'il est dans cet exercice, donc, et puis tennistiquement, c'est vrai, la puissance qu'il est capable de développer, c'est phénoménal. Il a soif de travail, il a dit, il aime travailler, il a changé un petit peu de staff, on le rappelle, Sébastien Grosjean n'est plus à ses côtés. Et puis, il n'hésite pas à afficher ses ambitions. Vous avez vu, j'occupe cette 18e place mondiale, j'en ai 17 à chercher, ça tombe bien, tiens, Frances Tiafoe, il est 17e, juste devant moi. Derrière, maintenant. Et maintenant, il sera derrière à l'issue de ce Miami. Non, c'est bien d'assumer, il est dans sa construction encore
une fois tout jeune, hein, dans sa construction de carrière, il est en plein dedans. C'est vrai que ça va vite, l'avènement d'Arthur Fils. Hop, là, maintenant, on parle de Fonseca, là, en ce moment. Ouais. Hop, ça Oui. va, on a C'est déjà bien. basculé sur quelqu'un d'autre. Et il serait déjà vieux, Arthur Bah, Fils, c'est hein. dingue. Mais comme ça, on le laissera tranquille pour encore. Non, mais la présence des Alcaraz et des Sinner qui ont à peu près le même âge que lui, enfin Alcaraz qui a un an de moins, au final, c'est pas mal parce que ça lui met peut-être un petit peu moins de pression d'avoir des jeunes qui sont devant lui. On ne dit pas ah, c'est la future pépite à 20 ans du tennis mondial. Finalement, il y en a d'autres qui ont fait de très bons résultats. On va suivre, et vous allez suivre aussi sur Eurosport la fin de ce tournoi de Miami. Il reste encore de belles choses, il reste de très bons joueurs, même si quelques têtes de série sont sorties. On va se régaler, vous commentez. Tous les deux, Toujours. bien sûr. Il y a Taylor Fritz, on parle pas beaucoup de Taylor Fritz, attention. Non, Taylor Fritz, Moi, je l'ai suivi avec les non. Oui, c'est vrai. Et on a impatient aussi de la saison de terre battue, ça va venir vite. Hein. Ouais. Dès les prochains retours gagnants, on parlera de Monte Carlo avec oui. Justine. Ah oui, On a... On évidemment. aura Carlos Alcaraz. Mais bon, j'espère qu'on n'a pas plombé la suite du tournoi de Miami, hein, en parlant de l'enchaînement. Là, on sent, il y a Non, des choses là- passionnantes qui nous Ah attendent. oui, Et puis, oui. et puis voilà, c'est suffisamment plein, que c'était toujours les mêmes qui étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, on découvre encore un peu plus des joueurs. Et moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses positives aussi à retenir de tout ça. Qui gagne Miami, je sais plus. Qui gagne Miami, moi, j'avais annoncé Alcaraz, donc c'est cuit. Et moi aussi, on est bien. Moi, j'ai mis Zverev. C'est jouable, mais pas pour longtemps parce qu'il joue Arthur. Et ça va être trop dur pour Alexander Zverev. Merci beaucoup à tous les Merci, deux. Romain. Merci à tous les deux. Et puis vous retrouverez Anne Boyer la semaine prochaine pour revenir c'est vraiment sur ce tournoi de Miami qui sera terminé. En attendant, bonne semaine à tous.